Dans cet épisode de Mythbusters, Adam et Jamie C'est franchement répugnant. Mais ça a une valeur scientifique. s'éclatent en reproduisant une superproduction. Explosion, s'il vous plaît. Si vous congelez une bombe d'après une recette hollywoodienne Et il y a du courant. et que vous vous réfugiez dans une baignoire, Près dans 3. aurez-vous la vie sauve? Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant tenteront de naviguer à vue. Je n'ai jamais volé si près d'un autre avion. Si les avions volent en V, comme les oiseaux, On se sent inspiré par l'avion de tête. économiseront-ils de l'essence? Pourquoi on fait ça? Et par conséquent, votre argent. J'adore cette expérience. C'est génial. Rien à voir avec les trucs habituels. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est scientifique. et Jamie Heineman. Ça alors. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Je vais démolir cette voiture. Tori Bellecci On aura un seul essai. et Grant Imahara. Je vais bien. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Pour commencer, Adam et Jamie font une boum dans la baignoire. C'est une histoire avec laquelle on risque d'avoir chaud aux fesses. Comment ça? C'est tiré de L'Arme Fatale 2. Dans le film, Danny Glover s'assoit sur ses toilettes, dans sa salle de bain, et il entend un déclic. Il regarde derrière la cuvette et voit qu'on a installé un interrupteur à pression sous le siège qui va déclencher une bombe dès qu'il se relèvera. Tu me suis? Oui, mais je n'ai pas vu le film. Ça ne m'étonne pas. Quoi qu'il en soit, il reste assis toute la nuit avant de prendre son courage à deux mains et d'appeler son partenaire Mel Gibson qui vient à son secours. Ils élaborent un plan qui consiste à sauter les toilettes dans la baignoire pour se mettre à l'abri. Dans le film, la brigade de déminage verse de l'azote liquide sur la bombe, ce qui a pour effet, semble-t-il, de la retarder de quelques secondes. C'est apparemment suffisant pour permettre à Mel et Danny de sauter dans la baignoire, de rabattre une couverture en Kevlar et ainsi survivre à l'explosion. J'aime que le scénario comporte plusieurs éléments. La première chose à vérifier, c'est combien de temps ça prend pour sauter des toilettes à la baignoire. Oui. Et l'azote liquide peut-il retarder l'explosion d'une bombe et si oui, de combien de temps? Enfin, si on arrive à sauter dans la baignoire à temps, sommes-nous vraiment à l'abri sous une couverture de Kevlar? Exactement. Il faut d'abord établir le temps de réaction. On va construire une salle de bain des mêmes dimensions que celle du film et chronométrer le temps qu'il faut pour exécuter le saut. Ça me va. Ok. Les garçons commencent par des tentatives de saut. J'ai trouvé une cuvette. Génial. Pour mener l'expérience à bien, ils reproduisent les lieux du crime avec précision. C'est lourd. Par souci d'exactitude, on s'est procuré le même type de baignoire que celle du film. Elle est en fonte, ce qui est incroyablement lourd et encombrant. C'est du solide. On doit s'y coucher tous les deux. Oui, malheureusement. On s'est aussi procuré le même type de toilette, faite d'une seule pièce en porcelaine. On aura la même distance entre les deux que dans le film. On a aussi construit un coin de mur pour que la réplique soit identique à l'original. Tout concorde à la perfection. Mais comment vont-ils chronométrer le saut des toilettes à la baignoire? Bien que ce ne soit pas dit explicitement, on comprend que la bombe est déclenchée par un interrupteur à pression placé sous le siège des toilettes. Ça tombe très bien puisqu'on va utiliser le même dispositif pour mettre le chronomètre en marche. Voici un interrupteur à pression. Lorsqu'on s'assoit sur les toilettes, le siège fait pression, ce qui a pour effet d'armer le système. Lorsqu'on se relève, le chronomètre est mis en marche jusqu'à ce qu'on soit tous les deux dans la baignoire, sous la couverture en Kevlar. On va filmer le tout à haute vitesse pour déterminer précisément combien de temps il nous faut et si cela suffit pour nous mettre à l'abri. Voici le dernier élément indispensable. Une couverture en Kevlar de 14 kg, identique à celle utilisée dans le film. Adam file son équipement de protection pour un premier test en solo. 3, 2, 1, vas-y. Ce n'était pas si mal. Tout fonctionne, ce qui signifie qu'ils sont maintenant prêts à sauter ensemble dans la baignoire. Ce qui est plus gênant. Malheureusement, il n'y a pas d'autre façon de tester ceci. Il faut le faire. Ouais. Ça me réjouit pas. Bon, préparons-nous.
Il n'y a pas assez de place pour porter une armure. Les contacts physiques seront donc inévitables. Prêt? Prêt? Je vais compter 3, 2, 1 et on y va. Ok. 3, 2, 1... Pour commencer, j'ai raté la couverture. C'est franchement bizarre et déplaisant, mais ça a une valeur scientifique. C'est très scientifique, bien que Jamie semble ressortir de la baignoire aussi rapidement qu'il y est entré. Bon, voyons ce que ça donne. Le saut est encore plus drôle au ralenti. Ta position est parfaite. Tu restes près du bord. Il est clair que la meilleure stratégie, c'est que Jamie plonge, tandis que Adam se charge de rabattre la couverture. C'est incroyable. Regarde le temps. En 2 secondes, on est tous les deux dans la baignoire, à l'abri sous la couverture. Bravo! 2 secondes, ce n'est pas mal. Mais pour un résultat optimal, ils choisiront le meilleur de 3 essais. 2, 1... Allez! C'était vraiment bien! Je vais avoir des ecchymoses partout. Moi aussi. Allez! Jamie et moi avons réussi à sauter des toilettes à la baignoire et rabattre la couverture en moins de 2 secondes. Il faut maintenant déterminer si le fait de verser de l'azote liquide sur la bombe permet de retarder l'explosion d'au moins 2 secondes. Si c'est le cas, ça signifie que Mel et Danny ont le temps d'atteindre la baignoire avant l'explosion. Sinon, eh bien, j'imagine qu'ils sont pulvérisés. Quel que soit le résultat, ça va être génial. Tout de suite, ça plane pour Carrie, Tori et Grant. Quel est le mythe? Vous avez déjà vu des oiseaux voler en V? Oui. Il paraît qu'ils font ça pour économiser de l'énergie. Ce qui m'amène à notre mythe du jour. Si ça marche pour les oiseaux, est-ce que ça marche pour les avions? Est-ce qu'on économise du carburant en volant en V? Exactement. Et par conséquent, de l'argent. Les oiseaux migrateurs volent en formation en forme de V. Est-ce que cela économise leur énergie? Et si oui, si ça marche pour les oiseaux, est-ce que les humains et leurs avions peuvent aussi en bénéficier? La première chose à faire, c'est de parler à un ornithologue. Il va nous dire si le vol en V donne un meilleur rendement énergétique. Et on pourrait se procurer des modèles d'avions pour vérifier leur réaction dans le canal hydrodynamique de la NASA. Très bon plan. L'expérience comporte 2 étapes. Carrie et Tori se rendent au sanctuaire des oiseaux de Crissyfield pour découvrir ce qui les pousse à adopter la formation en V. Viens, Carrie. Je savais que tu ferais ça. Peter Pyle, ornithologue, saura répondre à leurs questions aviaires. Pourquoi voit-on des oiseaux voler en V? Les oiseaux qui suivent l'oiseau de tête et qui forment les branches du V économisent de l'énergie en volant dans les vortex générés au bout des ailes des oiseaux qui les précèdent. Quand vous parlez de voler dans un vortex, qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'un oiseau vole, cela produit ce qu'on appelle un vortex. Celui-ci est généré derrière l'aile par l'écart de pression entre les parties supérieures et inférieures de l'aile. Le passage de l'air de l'une à l'autre crée un petit tourbillon qui s'étend en partant du bout des ailes. Une aile en mouvement dans l'air génère un vortex à son extrémité. Ces turbulences tourbillonnantes à basse pression engendrent une portance supplémentaire qui permet à l'oiseau suivant de maintenir son altitude plus facilement. Mais est-ce que les oiseaux économisent de l'énergie? Les chercheurs qui ont étudié ce phénomène ont filmé des oiseaux et ils ont remarqué que les battements d'ailes des oiseaux suiveurs ont moins d'ampleur et sont moins fréquents que ceux de l'oiseau de tête. Cela laisse à penser qu'ils économisent de l'énergie en adoptant ce type de formation. Des battements d'ailes moins fréquents signifient que les oiseaux économisent de l'énergie lorsqu'ils volent en formation en V. Carrie peut donc commencer la 2e étape. Après avoir discuté avec l'ornithologue, j'ai l'impression que ce mythe a de bonnes chances de se confirmer. Mais un avion n'est pas un oiseau. Je construis donc un modèle d'avion que je vais ensuite tester dans un canal hydrodynamique pour déterminer si le fait de voler en V lui apporte les mêmes bénéfices. Comme les avions ne battent pas des ailes, l'équipe doit comprendre l'aérodynamique en jeu dans un appareil à voilure fixe. De la peinture et direction le canal. Après l'application d'une peinture éclatante, l'avion de Carrie est prêt pour le décollage. J'adore venir ici. Le canal hydrodynamique, sympa.
À la NASA, Steve Smith est là pour les aider à mieux comprendre les aspects aérodynamiques d'une formation en V. Ok, le modèle est en place. Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? On va commencer par mettre le traçage en marche. Je le vois, on dirait un tube. Grâce au traçage, on voit clairement un vortex partant de l'extrémité de l'aile de l'avion de tête. Il y a un mouvement en spirale qui s'élève et qui engendre une portance pour l'avion suivant. Donc, lorsqu'on se trouve dans cette zone du vortex, cela crée de la portance qui facilite le vol de l'avion et diminue sa consommation énergétique. Exactement. Tout comme les oiseaux volant en V, les avions engendrent eux aussi un vortex depuis l'extrémité de leurs ailes fixes, ce qui crée une portance aidant les avions suivants à maintenir leur altitude. À quelle distance de l'avion de tête doit-on se trouver pour bénéficier du vortex? La traînée du vortex se poursuit assez loin derrière. Dans le cas d'avions à réaction, ça peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. C'est la preuve théorique que cherchaient les Mythbusters. Si on regarde ces avions en formation, le mythe semble se confirmer. Le traçage nous dévoile les mouvements de l'air et les vortex engendrés par l'avion de tête. Si les avions suivants peuvent trouver l'endroit optimal dans son sillage, ils bénéficieront de la portance créée par les vortex et par conséquent, cela leur permettra de voler en consommant moins d'énergie et donc d'économiser du carburant. Voilà pour la théorie. Mais les Mythbusters savent bien que la théorie et la pratique sont deux concepts très différents. L'étape suivante consiste à voir si ces résultats s'appliquent à des avions grandeur nature. Les toilettes piégées. On s'est laissé au moment où on allait tester l'ajout de l'azote liquide. Mais on va pas le faire. Non, parce qu'en regardant la séquence originale, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas respecté certains paramètres. On ne portait pas de gilet pare-balles. Oui, et je suis désolé, mais tu n'avais pas baissé ton pantalon. Et je n'étais pas resté assis sur les toilettes pendant 12 heures. Exactement. Il faut donc refaire ces tests et voir comment ça va affecter nos résultats. Mais je vais pas rester assis pendant 12 heures, pas vrai? Je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là, mais il vaut mieux parler à un expert d'abord pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger. Ouais, bonne idée. Rester assis aux toilettes pendant 12 heures limite la circulation sanguine dans les jambes et rendrait le saut que doit accomplir notre héros plus difficile. Mais est-ce bien raisonnable d'essayer? Tiens, ton gilet pare-balles. Merci. Tu sais que par souci d'exactitude, tu vas devoir baisser ton pantalon. Génial. Afin de découvrir combien de temps Jamie peut passer sur le trône sans mettre sa santé en danger, Adam s'est adressé à un expert. Jamie, voici notre expert, c'est le Dr Shaw, il est neurologue. Bonjour, docteur. J'aimerais vous poser quelques questions. Dans le film, Danny Glover reste assis sur ses toilettes toute la nuit, soit environ une douzaine d'heures. Mon objectif était de rester assis pendant 6 ou 7 heures. Est-ce que ça peut poser problème? C'est problématique, principalement parce que vous exercez une pression mécanique sur un nerf pendant une longue période de temps. Cela peut endommager le nerf, créer une faiblesse et des douleurs très aiguës. De plus, vous compressez les vaisseaux sanguins qui irriguent vos jambes et il pourrait se former des caillots. Ceci pourrait ensuite se détacher et se diriger vers vos poumons, votre cœur ou vers d'autres organes. Cela représente un danger non négligeable et pouvant entraîner la mort. Je risquerais donc un AVC ou un infarctus? Exactement. Est-ce qu'il y a un seuil ou une limite au-delà de laquelle je mets ma santé en danger? Je vous conseillerais une période de temps assez courte. Disons qu'après 1 ou 2 heures, vous devriez mettre fin à votre expérience. D'accord. Merci, docteur. Je vous en prie. Pour sa sécurité, Jamie devra rester assis 2 heures au maximum. Tant mieux car la tension commence déjà à se faire sentir. Ça fait maintenant 26 minutes que je suis assis sur ces toilettes et je ressens déjà le premier symptôme. Je commence à avoir des fourmis dans mon pied gauche. Il est un peu engourdi. Après 1 heure de plus à attendre, les jambes de Jamie sont douloureusement engourdies. Comment ça va, mon vieux? Comment tu te sens? Eh bien, la douleur est considérable. Aïe. J'ai l'impression que mes jambes sont paralysées, mais je n'en suis pas tout à fait certain. J'imagine que non.
Mais à l'endroit où le siège des toilettes s'enfonce dans mes cuisses, j'ai l'impression de sentir une lame de couteau. L'heure est donc venue de sauter à nouveau dans la baignoire. Mais est-ce que le derrière engourdi de Jamie compliquera les choses? C'est le moment. Je crois que tout est en place. Tu te sens prêt? Allons-y. C'est parti, vieux. 1, 2, 3, plonge! Étonnamment, même avec les jambes engourdies et le pantalon aux chevilles, Jamie réussit à se mettre à l'abri rapidement. Je peux remonter mon pantalon? Oui. Pointe la caméra ailleurs. Arrête de filmer. Un peu de respect. Ils sont étonnés de découvrir que leur saut dans ces conditions était à peine plus lent que leur record précédent. C'est un bon résultat. Notre temps de référence sera donc de 2 secondes. En respectant tous les paramètres établis dans le film, Jamie et moi avons réussi à nous mettre à l'abri en moins de 2 secondes. Ce qui est beaucoup plus rapide que ce que j'aurais cru possible. Maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer si l'azote liquide permet de retarder le déclenchement de l'explosion et nous donner les quelques précieuses secondes mentionnées dans le film. Il semblerait que les oiseaux migrateurs volent en formation pour économiser leur énergie. Mais est-ce aussi une technique valable pour les avions? Après avoir obtenu la preuve théorique lors de leur test à la NASA, les Mythbusters sont prêts pour le décollage. Nous sommes aujourd'hui à l'aérodrome pour tester le mythe de l'efficacité énergétique d'une formation en V. C'est une journée magnifique pour voler et économiser du carburant. Pour effectuer ce test, nous n'utiliserons pas 1, ni 2, ni 3, mais 9 avions. 9 avions et leurs 9 pilotes, gracieusement fournis par West Coast Ravens. Ce sont des spécialistes de la voltige aérienne et leur leader s'appelle Tim Cohn, alias Slick. Vous allez reproduire la formation en V afin d'évaluer si on économise du carburant. Avec plaisir. Est-ce dangereux? C'est légèrement plus dangereux qu'un vol en formation régulière. Habituellement, on vole à l'envers ou en faisant des acrobaties, mais jamais dans le sillage et les turbulences des autres appareils. Cela dit, on sait le faire, alors normalement, tout devrait bien se passer. On va commencer avec le vol de référence. 9 avions vont effectuer des formations aléatoires à des altitudes variées. Ils maintiendront une vitesse de 110 nœuds. Le vol durera 10 minutes et toutes les 30 secondes, je vais noter le débit d'essence. Cela servira de référence à laquelle on comparera les autres résultats. Les 9 avions vont effectuer un vol pour établir leur consommation d'essence de référence. Qui sème le vent, récolte les données. Veuillez relever votre plateau, votre siège et attacher votre ceinture. Les avions s'engagent sur la piste et décollent les uns à la suite des autres. Nous sommes maintenant dans les airs. On a décollé. On met la minuterie de 10 minutes en marche. C'est parti. Je vais noter les données toutes les 30 secondes. Pour ce premier vol de référence, l'escadrille se place en formation aléatoire et maintient une vitesse constante de 110 nœuds. Le débit tourne autour de 26 à 30 litres à l'heure. Toutes les 30 secondes, on recueille l'intégralité des données de la consommation d'essence de chacun des avions. Il ne reste plus qu'une minute de vol et les résultats semblent fiables. On est à 24 litres 8 à l'heure. Après 10 minutes en formation aléatoire, le vol prend fin. On arrête l'entrée des données, le test est terminé. On a réussi. C'était un vol agréable, merci. Voyons si le vol suivant nous fera économiser de l'essence. De retour sur la terre ferme, les résultats du vol de référence sont compilés. En ce qui concerne le vol de référence de mon avion, à une vitesse de 110 nœuds et à une altitude approximative de 1200 mètres, on obtient, comme indiqué sur le graphique, une consommation moyenne de carburant de 25 litres à l'heure. Les données provenant des autres avions sont semblables. La consommation varie, mais les résultats obtenus lors des vols en formation seront comparés à ces données de référence pour chacun des avions. On va maintenant essayer quelques formations et voir si ça change quelque chose. Alors que le policier est assis sur une bombe, sa survie dépend de l'azote liquide et d'un saut dans la baignoire. Adam et Jamie ont déterminé qu'il faut 2 secondes pour que 2 hommes sautent des toilettes à la baignoire.
Mais est-ce que l'azote liquide leur laissera un délai suffisamment long pour pouvoir se mettre à l'abri? Pour le découvrir, l'équipe se rend sur le site des explosions. Dans le film, on verse de l'azote liquide sur la bombe, ce qui a pour effet de retarder la détonation et de leur accorder quelques secondes supplémentaires. Si cette affirmation est vraie, il y a deux explications possibles à l'effet de l'azote liquide. Soit il ralentit la réaction du C4 à l'impulsion du détonateur, repoussant ainsi l'explosion, soit cela ralentit la réaction chimique à l'intérieur de la pile qui déclenche le détonateur. Adam a construit un engin capable de verser l'azote liquide sur la bombe. Parfait. L'opération la plus délicate consiste à capter le délai de l'explosion. Les Mythbusters ont donc conçu ceci. Lorsque je presse simultanément sur les deux boutons du système, Cela transmet un signal au relais ici. Une branche du relais. allume un signal lumineux instantanément. Simultanément, l'autre branche du relais envoie suffisamment de courant au bloc de C4 pour le faire exploser. S'il y a un délai entre l'influx électrique et la détonation, on le verra par l'écart entre l'apparition du signal lumineux et la détonation de l'explosif. Le premier test sera une simple explosion de C4 pour établir un délai de référence. Attention, j'arme le système. Bien, premier essai de C4 dans 3, 2, 1. C'était super. Vraiment très bien. Un boom tout à fait rafraîchissant. Un spectacle fraîchement explosif. Mais y a-t-il eu un délai? Il y a 10 images d'écart entre le signal qui s'allume et l'explosion du C4. 10 images. On filme à 3000 images à la seconde, ce qui signifie qu'il y a 3,3 millisecondes d'écart entre l'amorce de la bombe et la détonation. Un peu plus de 3 millièmes de seconde. Ouais. Le délai normal d'une explosion de C4 est de 3 millisecondes. On va maintenant ajouter l'azote liquide. Ça correspond parfaitement à l'image que j'avais du savant fou lorsque j'étais enfant. Avec une tasse d'azote dans le flacon et un morceau de C4 dans le bac, Ok, c'est bon. On est prêt. l'équipe va se mettre à l'abri et attend 2 minutes, durant lesquelles le C4 est censé geler comme dans le film. C'est parti. Dans 3, 2, 1, boum! Et j'ai entendu des trucs retomber. Oui, mais pas de délai. Aucun délai. Vraiment? Peut-être quelques millisecondes, mais j'ai entendu 3, 2, 1, boum! J'ai pas entendu 3, 2, 1, boum! Peut-être pas, mais la caméra grande vitesse a peut-être capté un écart de quelques images. 46 images. Le délai est 4 fois et demi plus long avec du C4 gelé qu'avec du C4 à température ambiante. Mais ce n'est pas assez long pour sauter dans la baignoire. Non. C'est beaucoup trop court. 15 millièmes de seconde. On est loin du fameux délai de 2 secondes dont parle le film. Alors, que faut-il faire? On va prendre une pile de l'époque du film, qu'on va relier à la bombe et qui actionnera le détonateur. Et on va immerger le tout dans l'azote liquide pour voir si on obtient le délai recherché. Bon, c'est le moment où ça aurait pu exploser, mais rien ne s'est produit. C'est toujours bon signe. Ouais. On a la même installation qu'au départ. Il y a du C4 et un détonateur, mais cette fois-ci, on a également une pile de l'époque du film, reliée au C4 et au détonateur. Elle le déclenchera précisément au moment où elle recevra le signal du relais, en suivant exactement le même processus que pour les autres essais. On ajoute une tasse d'azote liquide dans le flacon. C'est parti. Il est temps de mettre une pile alcaline des années 80 au frais. Elle est immergée. Oui. Maintenant que la pile est immergée dans l'azote liquide à moins 195 degrés, on laisse s'écouler les 2 minutes réglementaires. Très bien. Voici le test de la pile et du C4 immergé dans l'azote liquide. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Pas d'explosion. Je vais appuyer encore une fois. Il y a du courant. Le système fonctionne parce que le signal lumineux s'allume. Ouais. Mais il semblerait que la pile soit incapable de déclencher le détonateur. On dirait bien que la bombe est congelée. Mais y aurait-il une autre raison qui l'empêche d'exploser? T'es sûr d'avoir bien branché les fils?
Certain? Bah c'est sûr. J'ai fait comme pour les autres. On est dans une situation intéressante. On a appuyé plusieurs fois sur le bouton sans obtenir de réaction. On a un bol rempli d'azote liquide dans lequel se trouve du C4, une pile et un détonateur. On va donc attendre que l'azote liquide s'évapore et on va tenter de faire exploser le tout. Encore une fois. 15 minutes plus tard, l'azote liquide s'est évaporé. Et c'est l'heure de vérité en ce qui concerne le mythe. On va découvrir s'il y a encore un délai. Une explosion, s'il vous plaît. Dans 3, 2, 1... Joli! Ça a marché à la perfection! T'avais donc bien branché les fils. Tu sais ce que ça signifie? Les gars dans le film auraient eu le temps de sortir tranquillement de la maison. Ils n'avaient pas besoin de sauter dans la baignoire ou... Non. de se protéger d'une couverture en Kevlar. Effectivement, ils disposaient de beaucoup plus que quelques secondes. Je dirais qu'ils avaient un délai d'environ 15 minutes. Et ce n'était donc pas nécessaire de sauter ensemble dans une baignoire. Toutes ces expériences ont été faites en vain. Ouais. Nous sommes de retour à l'aérodrome pour vérifier si on peut économiser du carburant en volant en formation en V. Mais on va également tester d'autres formations, comme le vol côte à côte et en file indienne, pour déterminer leur efficacité énergétique. Comme pour le vol référence, on va effectuer des vols de 10 minutes et noter la quantité de carburant utilisée. Quand toutes les formations auront été testées, on déterminera laquelle est la plus efficace. Mais surtout, on verra si la formation en V est la meilleure façon de voler. Ce mythe concerne l'efficacité énergétique de la formation en V. Mais ce n'est pas la seule façon d'économiser du carburant. Pour obtenir des résultats exhaustifs, on mettra à l'épreuve les formations côte à côte et en file indienne. Mais la première formation testée par notre escadron de 9 avions sera le fameux V. L'étape dangereuse du test, c'est le moment où on se place en formation. Car il ne faut pas oublier qu'on vole dans les vortex créés par l'avion qui nous précède. Bon, on met les chronomètres en marche. Maintenant. Le débit est de 25 litres,7. En ce moment, chaque avion est à l'endroit optimal par rapport à celui qui le précède. C'est pas visible à l'œil nu, mais c'est le cas. L'endroit optimal se trouve dans le vortex engendré par l'extrémité de l'aile de l'avion précédent. Mais bien qu'on bénéficie d'une portance supplémentaire, c'est aussi une zone très instable. Si on s'approche un peu trop, on se sent aspiré vers l'avion de tête. Mais si on recule un peu trop loin, on perd tout bénéfice. Cette phase de vol demande de l'habileté, mais les pilotes de West Coast Ravens maintiennent la formation. J'adore les expériences en avion. Alors, après 7 minutes de vol, on atteint les 24 litres 5 à l'heure. Après 10 minutes, le test s'achève. On vient de terminer le test de la formation en V. Et si on regarde les chiffres bruts, on peut déjà constater que ce type de formation nous permet clairement de réaliser des économies de carburant. Mais les résultats finaux concernant la formation en V devront attendre, car l'escadron passe immédiatement à la formation côte à côte. Le test suivant est la formation côte à côte. On a presque l'impression que les ailes des avions se touchent. On maintient la même vitesse en se mettant exactement dans l'alignement des ailes. On reste tout simplement l'un à côté de l'autre. Le fait que les avions soient si près les uns des autres provoque des turbulences. Je dois admettre que cette position me rend un peu nerveuse. Je n'ai jamais volé si près d'un autre avion. Volontairement, du moins. Les avions sont si près les uns des autres que les Mythbusters arrivent à se voir clairement. Oui, je vois très bien Grant. J'étais certaine qu'il serait blême, mais il semble bien s'en tirer. Les avions étant en formation, la récolte de données reprend. Ça fait 2 minutes que le chrono est en marche et on utilise environ 23 litres 4 à l'heure. Mais le fait d'être si proches les uns des autres affecte leur concentration. Ah oui, les données. J'avais oublié les données. Je dois respirer profondément pour arriver à me calmer. Le fait qu'on soit si près les uns des autres me fait légèrement paniquer. Heureusement, la collecte des données crée une diversion. Après 10 minutes grisantes, partagées entre le danger et les données, on passe à la dernière formation. On s'apprête à se placer en file indienne.
Le test suivant est ce qu'on appelle la file indienne. D'après ce qu'on m'a dit, ça risque de secouer un peu. J'ai donc prévu un sac pour éviter de faire des dégâts à l'arrière. J'espère que je n'en aurai pas besoin. L'inconfort dépend surtout de la position dans la file. Je suis vraiment tranquille à l'avant. Il paraît que c'est un peu plus mouvementé pour Tori et Grant. En effet, car tandis que les avions se mettent en position, on comprend rapidement que ça ne sera pas une partie de plaisir. On est passé d'un vol tranquille et sans heurts à de véritables montagnes russes. On vole dans les remous causés par la traînée aérodynamique de l'avion qui nous précède. Et c'est très turbulent. Ils subissent les joies des montagnes russes. Tout ça pour économiser du carburant. 2 minutes et on est à 24 litres. Les essais précédents paraissent tranquilles en comparaison. Dire que je trouvais le côte à côte effrayant. Il y a un truc intéressant. Lorsque le pilote devant nous se fait éjecter de la file, notre avion subit le même sort. C'est comme une réaction en chaîne qui se propage le long de la file. Oh la vache! Je déteste la file indienne. Bon sang! Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je me sens pas du tout en sécurité. Après les 10 minutes les plus chaotiques de leur vie, les Mythbusters atterrissent enfin. On a atterri. De retour sur la terre ferme, ils doivent maintenant déterminer si les formations leur ont fait faire des économies de carburant. Vous êtes prêts pour l'analyse des données? Oui, chef. Après une analyse minutieuse des données récoltées, les résultats tombent. On a beaucoup de données brutes, mais les résultats obtenus sont probants. On a effectué un vol de référence sans formation et on va maintenant le comparer au vol en formation. En file indienne, il y a eu une augmentation de la consommation de carburant allant jusqu'à 18%. Lors du vol côte à côte, la consommation d'essence était presque la même que celle du vol de référence, bien que peut-être légèrement inférieure. Ce qui est intéressant, c'est la formation en V. L'avion de Tori et le mien ont réalisé des économies de 5 et de 3% comparées au vol référence. Plus étonnant, même l'avion de Carrie, qui était en tête, a économisé du carburant, ce que l'on peut aussi observer chez les oiseaux. Je rappelle que tous les vols ont été exécutés à la même altitude et à la même vitesse. Nos données sont donc fiables et comparables. Ici, on ne rigole pas avec les données. Si les données sont fiables, la conclusion est inévitable. Le mythe est confirmé. On a pu le prouver en théorie dans le canal hydrodynamique et en pratique dans les airs. Une économie de carburant de 3 à 5% représente une énorme économie d'argent à long terme. La formation en V est plus économique. Mais il y a un problème. Est-ce vraiment réaliste de voler si près les uns des autres en pratique? On devrait faire un autre essai, mais avec plus de distance, pour plus de sécurité. Si on se trouve plus loin, est-ce que l'économie est la même? Ça vaut la peine d'essayer. Nous sommes de retour. On enquête sur le saut dans la baignoire de l'Arme Fatale 2. Jusqu'à maintenant, on a déterminé que les techniques utilisées par la brigade de déminage du film laissent largement le temps aux héros de passer des toilettes à la baignoire sous la couverture en Kevlar. Joli! C'était génial! Maintenant, on va découvrir si une fois dans la baignoire, on peut effectivement survivre à la bombe. Derrière moi, Jamie est en train de préparer le terrain pour construire une vraie salle de bain grandeur nature qu'on va ensuite faire sauter. Dernière étape de ce test de survie cinématographique. Maintenant que le sol est à niveau, il suffit de poser le plancher. C'est bon? C'est bon. Ils érigent les murs et surtout font venir Buster et sa baignoire. Parfait. Allez! Et voilà! Savage et Heinemann Construction. Ils reconstituent toute la pièce à l'échelle sur le site des explosions.
Après les touches finales dont le but est d'égayer un peu l'ensemble, on peut enfin passer à l'installation des toilettes. Ouais, ça me semble bien. Maintenant qu'on a fidèlement reproduit le décor, on installe l'équipement de mesure de l'expérience. Je vais percer un trou dans la baignoire pour y placer un de nos instruments. Le terme technique pour désigner cette mèche de perceuse, c'est le mastodonte. Et la baignoire en fonte ne résiste pas au mastodonte. Et voilà. Voici la pièce que j'ai retirée de la baignoire, où je vais placer un détecteur qui nous dira si Buster a survécu à l'explosion. Je vois ici que la baignoire est faite d'une épaisse couche de fonte. Il y a donc une bonne protection entre notre héros et l'explosion, en plus de se trouver à un angle idéal. Je commence à être prudemment optimiste concernant ses chances de survie. Adam est optimiste, mais pour mesurer de façon précise l'ampleur des dégâts, ils ont ceci. Je vais installer ce couvercle juste ici, dans le trou au fond de la baignoire. À l'intérieur, j'ai placé 2 détecteurs qui nous transmettront les niveaux de pression, ce qui va nous indiquer si les héros ont effectivement survécu à l'explosion. À titre de comparaison, Adam place 2 autres détecteurs à l'extérieur de la baignoire. Bon, les détecteurs sont en place. Maintenant que le mythe de la formation en V est confirmé, les Mythbusters reprennent les airs pour tester une nouvelle version de la formation. On s'apprête à tester la formation en V allongée. C'est la même formation, mais avec une différence majeure. Au lieu de garder un écart d'une longueur d'avion, nous nous trouvons à 10 longueurs d'avion. D'après les résultats obtenus dans le canal hydrodynamique, ça devrait faire une différence. On va voir ce qui se produit dans le monde réel. Voici un scénario beaucoup plus réaliste. La formation en V serré est beaucoup trop dangereuse pour être pratiquée par des avions ordinaires. Mais en augmentant la distance, aurons-nous les mêmes bénéfices énergétiques? On se trouve à environ 60 mètres de l'avion qui nous précède et de celui qui nous succède. C'est beaucoup plus difficile de trouver l'endroit optimal. Lorsque l'escadrille est en position, les chronomètres se remettent en marche. Ce qui est intéressant, c'est qu'en théorie, on est censé obtenir le même genre de bénéfices. Par contre, on ne sent pas qu'on vole dans la traînée d'un autre avion. C'est plutôt tranquille. Lorsqu'on est dans un vortex dans un V allongé, c'est moins marqué. Et on remarque que les pilotes doivent constamment ajuster leur position. Peut-être. Mais si on veut l'appliquer aux avions de ligne, ce type de formation est plus approprié. Je remarque que les données varient davantage que celles du V serré. J'en conclus que c'est beaucoup plus difficile de rester à l'endroit optimal lorsqu'on est en formation allongée. Après 10 minutes de récolte de données, les Mythbusters atterrissent, ainsi que les résultats. C'est ainsi que s'achève votre voyage à bord de Mythbust Air. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Merci d'avoir choisi Mythbust Air. Bon, formation en V allongée, quel est le verdict? Tu sais quoi? J'ai réalisé des économies de carburant. Même en étant à 10 longueurs d'avion, on a réussi à tirer profit de l'endroit optimal. Dans la formation en V allongée, je n'ai pas enregistré d'économie. Mais j'ai l'impression que le fait d'être à l'arrière est en cause. C'était très difficile de compenser et de trouver l'endroit optimal. Et toi, Carrie, qu'est-ce que ça a donné à bord de l'avion de tête? Contrairement à la formation en V serré, je n'ai pas réalisé d'économie de carburant. Mais honnêtement, je crois que le mythe est tout de même confirmé pour la formation allongée. Parce qu'une économie au niveau des avions suiveurs, aussi petite soit-elle, a un impact économique considérable à grande échelle. C'est peut-être la façon de voler du futur. C'est confirmé. D'après nos données, on a établi qu'on obtient certains bénéfices en adoptant la formation en V allongée. Ils ne sont pas énormes, mais ils sont bien là et c'est beaucoup plus sûr que de voler en formation en V serré. S'il y a des compagnies aériennes qui nous regardent, voilà peut-être une solution. De retour au site des explosions, les Mythbusters s'apprêtent à faire exploser la salle de bain. On y est presque. Je vous explique comment va se dérouler l'expérience. La bombe sera placée exactement au même endroit que dans le film, c'est-à-dire derrière les toilettes, au niveau du sol. Buster va se trouver dans la baignoire en fonte, placée exactement au même endroit que dans le film, et il sera protégé par une couverture en Kevlar. Sous la couverture, on a installé 2 détecteurs de pression. Le signal de ces détecteurs sera transmis par des fils à l'intérieur d'un tuyau enfoui dans le sol dans un souci de protection.
Il sera reçu par ce module d'acquisition de données qui le transmettra à son tour à l'aide de ce fil. Ce fil aboutit ici, où David Harding recevra les signaux électroniques qui nous diront si Buster a survécu à l'explosion. C'est cool, non? Très cool. La dernière étape de ce mythe tiré de l'arme fatale, c'est l'arme fatale en question. On va utiliser un peu moins d'1 kilo de C4. Quels sont mes pronostics? On a déjà utilisé cette quantité auparavant, plus spécifiquement lors de l'expérience des Valkyries. On a transformé un conteneur rectangulaire de 12 mètres en conteneur tubulaire. En plus, il était enterré. Donc je pense que la pièce sera complètement anéantie après l'explosion. Maintenant que tout est en place, Jimmy et Adam se mettent à l'abri pour le décompte. Voici l'explosion des toilettes d'après l'arme fatale 2. Contact. Prêt dans 3, 2, 1... Regarde, on voit la baignoire, elle est toujours intacte. Mais c'est la seule chose qui reste. Ouais, la pièce a disparu. Il ne reste rien. Comme prévu, le kilo de C4 a pulvérisé la pièce. Mais la baignoire en fonte semble avoir mieux résisté que tout le reste. La baignoire est intacte. Bonne nouvelle, nos détecteurs aussi. Il ne reste plus aucune trace des toilettes. J'ai trouvé le siège et le mécanisme, mais la cuvette elle-même... Il y a des petits morceaux Ah oui. de céramique. Allons voir David pour analyser les données. Il n'y a plus rien d'autre à faire ici. C'est vrai. J'ai trouvé une de nos caméras. Et elle enregistre toujours. Super. Ça fera de belles images. En effet, la caméra a filmé l'explosion du C4 de très près. Si elle a survécu à la détonation, qu'en est-il de Buster? Salut David. Qu'est-ce qu'on a? Regardez par vous-même. Les courbes rouges et bleues proviennent des détecteurs qui se trouvaient hors de la baignoire. On voit tout de suite que les lignes bleues et rouges indiquent une violente augmentation de pression. 13 kg au centimètre carré. J'ai l'impression que le pic de la courbe verte est plutôt minime, non? La pression maximale à l'intérieur de la baignoire est de 500 grammes par centimètre carré. Alors ils auraient pu survivre? Il y a de grandes chances. Pas possible! C'est dingue! La différence entre les détecteurs dans la baignoire et ceux à l'extérieur démontre sans l'ombre d'un doute qu'ils auraient pu survivre à l'explosion et qui plus est... Ils auraient souffert de perte d'audition. La pression qui cause la rupture du tympan débute à 350 grammes par centimètre carré. D'après nos recherches, je dirais que les risques de perte d'audition se situent entre 10 et 15%. Ça reste minime. Avec seulement 10 à 15% de risque de perte d'audition, on peut conclure que ce saut incroyable tiré de l'arme fatale est confirmé. Je me tiens devant le seul objet intact de notre salle de bain, la baignoire en fonte, ou comme je compte l'appeler à partir de maintenant, le sarcophage anti-bombe. Buster est sain et sauf, grâce à la solidité de cette baignoire. Bien que j'ai prédit qu'il y avait une réelle possibilité que ce mythe se confirme, je suis tout de même épaté quand je vois l'étendue des dégâts autour de moi. Je suis totalement stupéfait. D'abord, on constate que l'azote liquide peut retarder l'explosion d'une bombe. Et ensuite, qu'une baignoire en fonte peut nous protéger au moment de l'explosion. Ouais, ce n'est pas tous les jours qu'on reproduit une scène de film d'action et que tout s'avère véridique. Le mythe est confirmé. Qui l'eût cru?